Ah là là, non mais quel blagueur ce Hooper. Vous avez vu cette vanne un peu? Avouez que vous y avez cru. Avouez que vous y avez cru. Oh, je suis désolé. Je suis désolé, mais ça me faisait marrer. Bon, évidemment, vous aurez tous reconnu, ou presque, que ce que vous avez vu dans cette petite intro n'était pas évidemment le boîtier, la jaquette véritable de FF13, mais c'était en fait la jaquette du Blu-ray Advent Children qui était sorti il y a quelques temps, il y a quelques mois au Japon, et qui contenait évidemment la démo de FF13, la fameuse démo que je vous avais présentée, une démo toute moisie, il faut bien dire ce qui est, une démo toute moisie, que je vous avais présentée il y a quelques mois. Car aujourd'hui, et oui mesdames et messieurs, nous sommes le 17 décembre 2009. Et qu'est-ce qui se passe le 17 décembre 2009? Ben évidemment, comme vous devriez le savoir, c'est la sortie de FF13 au Japon, un événement. Voilà le pourquoi de cette petite blagounette qui n'a probablement dû faire rire que moi. Mais c'est déjà bien. Si ça fait rire une personne, attendez, même si ça fait rire le Hooper. Non, donc je vais vous présenter ceci. Le FF1. Voilà. Je me suis dit, pour tout vous dire, ça, je veux dire, il y a encore 15 jours, je n'avais aucune idée de par quel FF j'allais commencer à vous présenter cette saga de légende. Peut-être le 7, peut-être le 6, bon, ça aurait été soit le 6, soit le 7, et je vous l'avoue. Et bien finalement, ça aurait été le 1, vous voyez. Comme quoi, on change d'avis tout le temps. Voilà, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de revenir tout simplement aux origines de la série avec FF1, sur la version GBA. Alors, je vais pas tout vous réexpliquer, hein, vous faire une analyse complète et globale de la série, ou ni même du premier FF. Je vous laisse aller voir sur... il y a une quantité phénoménale de dossiers hein, sur le net et compagnie. Google est votre ami, Wikipédia est votre ami, et beaucoup d'autres sites également. Je vais quand même vous donner les infos de base. FF1 est sorti en 87 sur NES, et il était là un petit peu pour concurrencer, si on peut dire, le fameux Dragon Quest de Enix. Dragon Quest s'était vendu... déjà le premier a des millions d'exemplaires, et le FF, eh bien, il a suivi la voie. Et c'est vrai que c'est un petit peu, ça c'est la légende qui veut ça, c'est les rumeurs et tout ça, c'est un petit peu la dernière chance de Squaresoft. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Final Fantasy, final, parce que si le jeu avait été un échec, apparemment, c'est ce qui se dit en tout cas, c'est la légende qui veut ça, peut-être que Squaresoft aurait tout simplement plié bagage, quoi. Ils auraient fermé boutique, et donc on n'aurait pas eu tous les FF qui auraient... Et ça quand même, ça aurait été dommage. Ne pas avoir des jeux comme FF6 ou FF7 ou même en fait la plupart des FF, sauf les premiers qui sont quand même ultra basiques, mais ça j'y reviendrai, ben, ça aurait quand même été vachement dommage. Donc voilà, mais ça j'y reviendrai dans la vidéo. Et donc je vous fais aujourd'hui la version GBA, pourquoi? Parce que logiquement je devrais pouvoir capturer avec, grâce à ceci, hop, et oui grâce à la GameCube, incroyable. Non pas exactement grâce à ceci, mais plutôt grâce à ceci. Voilà, c'est le Game Boy Player. C'est un petit peu l'équivalent du... regardez comment ça se... c'est comme ça, c'est un carré en fait. Ça se fixe au-dessous du GameCube. Je vais vous montrer ça. C'est un petit peu l'équivalent du Super Game Boy, de la Super NES. Le Super Game Boy, on pouvait y insérer des cartouches de la Game Boy grise, là, de la première Game Boy. Et bien là, regardez, en enlevant le petit clapet ici de la GameCube, on a une connexion qui s'offre à nous, et voyez que sur la connectique du Game Boy Player on a ça. Forcément faut pas être très futé pour comprendre que l'on enclenche ce machin là en dessous, et voilà, maintenant ici on peut enclencher les jeux de la GBA, de la Game Boy Advance. Étonnant, non? Pour tout vous dire, je n'ai pas encore testé. Là je me suis fait le FF1 sur la DS. Donc j'espère que je vais réussir à capturer, sinon on n'est pas dans la mouise. Donc voilà, et si je vous fais également cette petite vidéo, ben c'est pour vous montrer un peu tout ce que je possède sur FF1. Donc je ne possède pas la version originale NES, malheureusement, mais l'un des premiers remakes, parce que FF1, fait tous les FF, les premiers FF ont eu des remakes un petit peu partout. L'un des premiers, si ce n'est le premier remake de FF1, eh bien c'était ceci. Voilà, et là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, je vous laisse réfléchir. Voilà, je vous laisse 10 secondes pour réfléchir à ce qu'est ceci. Dun, 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 dun,
Indice. Oh, attention. Non, alors pour ceux qui l'ont pas trouvé, en fait, en 2000 est sortie la WonderSwan Color. La WonderSwan Color, attention, magie, magie vaudou. On voit ça. Pas la magie vaudou. Regardez avec un magnifique artwork en haut de FF1. La WonderSwan Color, vous le voyez ici, WonderSwan Color. Ben, c'est une version avancée de la première WonderSwan. Encore une fois, je vous laisse aller vous renseigner. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une console qui a été créée par Bandai, qui est pas très connue. Je crois même qu'elle n'est pas sortie en Europe. Je suis pas sûr en tout cas. Quoi qu'il en soit, là, ce que vous avez là, c'est la version japonaise. Et donc, collector, puisque c'était la version qui était vendue avec FF1. Voilà, Bandai avait réussi un coup de maître, puisqu'ils avaient réussi à convaincre Squaresoft de sortir carrément un remake du premier FF sur la WonderSwan Color. Une console donc créée par Bandai et qui était là pour concurrencer la Game Boy Color évidemment. Et au Japon, elle s'est quand même vendue plus que correctement. Faut pas se fier aux apparences. Et donc voilà ce que j'avais acheté à l'époque. J'avais eu ça à l'époque. Je m'étais dit, oh là là, ça à mon avis, ça va être collector. Bon, finalement, je pense pas que ça soit si collector que ça. Parce que je crois qu'il n'y a pas moins de 300 000 boîtes comme celles que je viens de vous montrer qui se sont vendues. Alors quand il y en a autant, ça devient jamais collector, ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne peut pas être rarissime en tout cas, voilà. Alors est-ce que vous voulez que je vous montre? Parce que si vous voulez, je peux vous montrer un peu, je peux la sortir, la WonderSwan Color. Mais ça c'est chiant à sortir et surtout on n'y verra rien, même si je vous la montre. Parce que c'est un écran, color, en couleur évidemment, mais qui n'est pas rétroéclairé. Et honnêtement, jouer avec une console portable à un écran qui n'est pas rétroéclairé de nos jours, faut être vraiment motivé. On n'y voit vraiment pas grand chose honnêtement, voilà. Sinon ce que je peux vous dire, je n'ai pas envie de la sortir, donc je vais pas la sortir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une console, moi je trouve assez moyenne. Le son, il crachote beaucoup, moins performant par exemple que la GBA. En même temps c'est logique. La Game Boy Advance est sortie plus tard, mais bon, c'est pas une console super, on n'y voit pas grand chose. L'écran est de bonne qualité, mais on n'y voit pas grand chose. Le son est pas super, l'ergonomie est vraiment pas top. Bon, c'est très très moyen. Et en plus, il y a des bizarreries assez étranges. Par exemple, regardez ici, là vous voyez, là on a donc le bouton Power pour l'allumer, à gauche le bouton Start, et là vous le voyez pas, mais en fait c'est le bouton du son. C'est-à-dire que généralement, dans les consoles portables de l'époque ou même d'aujourd'hui, pour régler le son, on a une molette classique. Et bien là, c'était carrément un bouton, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait appuyer sur le bouton pour augmenter le son. On avait en gros 3 niveaux de sons différents, de volumes différents, et voilà. Donc c'est des choix tout de même assez étranges. Donc assez étrange. On pouvait quand même régler le contraste. Autre chose que je voulais vous montrer. Donc l'un des premiers remakes, c'était donc ce FF en 2000, vendu avec la WonderSwan Color. Un coup de maître, mais vraiment un coup de maître de la part de Bandai. Truc de fou. Parce que ce FF, c'était véritablement un remake de ouf. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les cartouches avec l'étui. Voilà à quoi ressemblent les cartouches de la WonderSwan Color. On peut même faire une comparaison avec une cartouche GBA. C'est un petit peu plus gros, un petit peu plus long, en hauteur, en largeur, et sur la tranche, c'est à peu près identique. Voilà. Si vous n'avez jamais vu une cartouche de WonderSwan Color, voilà à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que c'était pas un simple portage de la version NES, tout avait été refait. Graphiquement, c'était un jeu qui tenait la comparaison avec les RPG 16 bits. Et les bons RPG 16 bits. C'était vraiment du haut de gamme, quoi, le truc. Et c'était ça qui était fort. Non seulement Bandai ont réussi à mettre un FF au line-up, au lancement de leur console, mais en plus, ils ont convaincu Squaresoft d'en faire un remake de ouf. Même au niveau sonore, toutes les musiques, tous les thèmes ont été entièrement refaits, graphiquement pareil, limite c'était plus le même jeu, truc de ouf. Quelques temps plus tard, fin 2002, sort sur PlayStation Final Fantasy Origin, qui cette fois-ci reprend carrément les deux, FF1 et FF2, totalement remanié, donc un petit peu... le FF1, en fait, grosso modo, il est identique à la version GBA, donc encore une fois, avec des graphismes remaniés, sonores et tout. Même au niveau de la qualité audio, là, c'est sur CD, et Nobuo Uematsu a encore un petit peu plus évolué le truc. Il a amélioré l'échantillonnage. Donc c'est probablement la meilleure version pour jouer à FF. Malheureusement, elle n'est que dispo en version anglaise. Même si le jeu était sorti chez nous, en version française, mais c'était une version française avec des textes non traduits. Ils étaient restés en anglais. C'était vraiment, vraiment dommage quand même. Voilà à quoi ça ressemble. Et
Une bonne chose, c'est que pour l'intro, il y avait quand même une cinématique au départ, au lancement de FF1 et 2. Et d'ailleurs, je vous la mettrai plus tard. Enfin, je vous la mettrai là par la suite dans la vidéo. Je vous mettrai donc la cinématique de ce FF Origin pour le FF1. Parce que, évidemment, dans la version GBA que j'ai perdue, est-ce que j'ai foutu? Ah oui, il est là. Dans la version GBA, qui est quasiment le même jeu que la version PlayStation, donc de FF Origin, ou que la version WonderSwan Color, c'est identique, sauf que il n'y a pas la cinématique de la version PS1. Voilà. Il y a quelques petits ajouts, mais ça on le verra, on verra quand je vous expliquerai le jeu plus en détail. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais rajouter? Je ne crois pas. Je vous ai tout montré, donc voilà. Je vous montre donc la cinématique d'intro qui fait partie de FF Origin, du FF1 Origin, et ensuite on enchaîne avec la version GBA. Allez, à de suite. Épique. Je crois que le mot adéquat pour décrire cette cinématique de psychopathe d'intro que nous a offert Squaresoft dans la version PlayStation FF Origin, c'est épique. Vraiment une cinématique grandiose. Enfin, j'ai envie de dire quoi de plus normal de la part de Squaresoft, sachant que le jeu est sorti fin 2002 au Japon et seulement en 2003 chez nous. Rendez-vous compte, un jeu PlayStation en 2003, c'est extrêmement tard. Toutes les 128 bits étaient déjà sur le marché. Et donc évidemment, Squaresoft avait déjà pondu bon nombre de RPG, notamment les FF 7, 8, 9. Forcément, ils connaissaient les entrailles de la PlayStation à la perfection. Je dirais, il pouvait exploiter les possibilités graphiques et sonores de la PS1 au maximum, et on le voit bien dans cette cinématique. D'ailleurs, une cinématique qui me fait beaucoup penser, alors c'est peut-être personnel, et vous me direz si ça vous a également fait penser à ça, elle me fait beaucoup penser à l'intro de FF8, au combat Squall versus Seifer. Il y a quelque chose dans la mélodie, il y a quelque chose dans le rythme du truc, il y a la même intensité que le combat Squall versus Seifer. C'est assez étonnant, je trouve. Donc là, on se retrouve avec la version PlayStation. Donc finalement, je vais vous faire l'intro du jeu sur la version PlayStation et ensuite on passera sur la version GBA, puisque la version GBA, c'est celle avec laquelle je me suis le plus attardé sur le jeu. Puisque d'ailleurs, je l'ai fini, le jeu, pour tout vous dire. Je l'ai fini sur GBA. Mais je voulais quand même vous montrer sur PlayStation parce que je me suis dit, autant, puisque je leur montre l'intro, uniquement disponible sur FF Origin PlayStation, je le rappelle, et sur la version PSP, c'est vrai, sorti tout récemment en 2007, 2008 chez nous, je me suis dit, pourquoi pas leur montrer également le jeu. Voilà, vous allez voir, parce qu'il y a quand même des grosses différences. On voit bien que la résolution, le jeu est plus beau sur PlayStation, et surtout au niveau sonore, le Uematsu, Nobuo Uematsu, il a quand même fait un sacré boulot pour cette version PS1. Ça a juste rien à voir avec la version GBA, quoi. C'est vraiment... il a fait des espèces de remixage des thèmes, mais c'est vraiment magnifique. Allez. Et c'est surtout pour ça que je voulais vous montrer également cette version PlayStation avant de passer à la version GBA. Bon, j'appuie sur Start, il se passe rien si ça y est. Écoutez un peu le prélude, bien sûr.
Évidemment, le fameux thème principal, on peut dire, hein, de tout FF qui se respecte, le prélude. C'est une musique douce, apaisante et en même temps tellement simple. C'est efficace et simple, vous voyez. C'est du Uematsu dans toute sa splendeur. Pas la peine de faire un truc grandiloquent. Cette musique est extrêmement simpliste et pourtant elle déchire tout. Ah non, on va pas se remater l'intro quand même, hein. Vous venez de la voir. Donc on va commencer directement. Donc New Game bien sûr, non on n'a pas de memory card. Alors on peut choisir le normal mode ou le easy mode. Il faut savoir qu'à l'époque quand le jeu est sorti sur NES en 87, c'était pareil pour les FF2 et 3. Et même le FF4 et même 5 étaient quand même assez corsés à l'époque dans leur première version Jap sur Super NES. Par contre pour les FF4 et 5, c'était des jeux vraiment difficiles, vachement corsés au même titre que les Dragon Quest. Et donc quand ils ont fait les remakes, que ce soit sur Wonder Swan Color, sur PlayStation, sur GBA ou tout récemment sur PSP, eh bien, ils nous proposent le Easy Mode qui est juste plus facile, les combats sont plus faciles, tout est rendu, le jeu est facilité. C'est ce qu'on va mettre, même si là je sais même pas si vous faire un combat. Alors comment ça se passe dès le départ ce FF1 ? On doit se faire une équipe, voilà, ça c'est le premier truc à faire. On doit se faire une équipe de 4 personnages. De base, on nous propose le Warrior, le Tief, le White Mage et le Black Mage. C'est-à-dire le guerrier, le voleur, le mage blanc et le mage noir. Voilà. Et on a une proposition entre 6 classes différentes. Voilà. 3 classes de CAC, de corps à corps, Warrior, Tief, Monk, et 3 classes d'attaque à distance, Red Mage, White Mage et le Black Mage. Bon, soyons clairs, c'est extrêmement simpliste, étant donné que le guerrier, le voleur et le monk, c'est simple, ils n'ont qu'une seule capacité pendant les combats, une seule et unique, c'est attaquer. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Pendant les combats, avec ces 3 classes, on ne peut que appuyer sur attaque et ils vont faire une attaque simple. Ils n'ont pas de magie, ça c'est normal, mais ils n'ont même pas de capacité spéciale. Par exemple, généralement dans les RPG traditionnels sortis sur 16 bits, généralement, ou plus tard sur 32 bits ou tous les autres, le voleur, il a souvent la capacité de pouvoir voler un objet à un ennemi quand on est en combat. Eh bien là non, voilà, dans FF1, rien de tout cela n'existait. Tous les combattants ne peuvent que attaquer de la façon la plus classique et la plus banale qui soit. Donc en fait, il n'y a pratiquement aucune différence entre le warrior, le voleur et le monk. Si ce n'est que le warrior, il peut équiper toutes les armures avec bouclier et compagnie. Le voleur, il est un petit peu plus rapide, mais franchement, moi je vais vous dire, dans mon équipe, j'ai un warrior, un voleur, un white mage et un black mage. Honnêtement, je vois aucune différence. Enfin, au niveau de la rapidité, je vois pas de différence entre le warrior et le voleur. Voilà. Honnêtement, si je devais refaire une partie aujourd'hui, je prendrais 2 warriors plutôt que le warrior et le tief. Parce que le tief, il a une résistance bien moindre que le warrior et en plus il frappe moins fort. Donc je vois aucun intérêt de prendre le rogue. Et le moine, il est plus performant à main nue. Ensuite, le white mage, le mage blanc, évidemment spécialisé dans l'école de magie blanche, c'est-à-dire la guérison, les soins, la protection. Et le mage noir, c'est tout ce qui sont les sortilèges d'attaque, ça vous l'aurez compris. Et le red mage, c'est une combinaison du white et du black, un petit peu des deux, magie blanche, magie noire, sachant qu'il n'y a que 2 écoles de magie, la blanche et la noire. Et voilà, là vous avez tout compris pour la personnalisation quand on doit choisir, quand on doit débuter le jeu et se faire notre équipe. Donc là, je vais laisser le truc de base. De base, on a warrior, voleur, white mage, black mage. On va laisser comme ça. Ah oui, c'est vrai que zut, là je peux pas commencer. Et oui, parce qu'il faut que je leur donne un nom. Ah, sur GBA, en appuyant sur Select, on peut c'est l'ordinateur, c'est le CPU qui génère un nom aléatoire. Mais là, on ne peut pas le faire. Non. Donc, bon, mais tant pis, je vais le faire à la main. Bon, on va mettre des noms complètement bidons. Ah, mais si. Ah non, je suis revenu au début. C'est pas vrai. Allez vite. Et parce que, pour tout dire, je ne suis pas du tout habitué à la manette PlayStation. Vu que j'ai fait le jeu dans la version GBA sur DS. Donc là, je m'embrouille un petit peu dans les commandes avec la manette. Alors attendez. Là, c'est bon, voilà. Bon, lui, on va l'appeler AAA. Lui, non, c'est pas là. Ah, il faut aller à droite. Là. Lui, on va l'appeler BBB. Lui, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Une espèce de bug là. Lui, plutôt, on va l'appeler CCC. Je suis désolé, ça prend un petit peu de temps là. Et lui, on va l'appeler Bibi, hein. Mais là, on n'a pas le temps, donc on va l'appeler D.
Ok, comme ça c'est bon, ok, on est parti, ok, c'est bon. Et donc voilà, je vous fais juste je vous montre juste la version PlayStation. Regardez bien le niveau graphique, comme ça après vous pourrez comparer avec les graphismes et le son de la version GBA. Donc écoutez déjà le thème un petit peu de la map. Bon, je vais entrer dans un village et là, le thème des villages, qui est évidemment identique à tous les villages, est vraiment magnifique. C'est du Uematsu dans toute sa splendeur. Et cette version PlayStation a réussi à transcender ce thème. Écoutez-moi ça. Évidemment, il y a quelques petits temps de chargement dans cette version PlayStation, mais c'est infime. Écoutez. Sérieux, elle est énorme cette mélodie. Rendez-vous compte, on est dans FF1 tout de même. On est en 87. Alors évidemment, c'est une version remix. Mais déjà, j'ai pu écouter la version NES et c'est la même mélodie. Bien sûr, il n'y a pas autant d'instruments, l'échantillonnage est moindre, évidemment, on est sur NES. Mais c'est les mêmes mélodies, quoi. Et franchement, le Uematsu, il a déjà frappé fort à l'époque. C'est assez énormissime. Bon, je préfère vous expliquer dans la version GBA à quoi servent toutes les boutiques et tout ça, vu que c'est en français, évidemment. Hein. Cette version de FF Origins qui est sortie chez nous en 2003 n'était pas traduite en français. Il a fallu attendre pour pouvoir véritablement jouer en version française et en version officielle au FF1 et 2 chez nous. Il a fallu attendre sur la GBA. Hein. Le FF1 et 2 Dawn of Soul, la version que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, je vais en profiter, vu que là je vous montre le début du jeu, pour vous narrer un petit peu l'histoire, mais autant vous le dire, évidemment c'est extrêmement basique et classique. On a affaire ici à l'un des premiers RPG japonais. Ne vous attendez pas à un Xenogears, hein, c'est certain. Bon, alors je vous explique, en gros, on est les 4 protecteurs des cristaux. Les cristaux, c'est quelque chose qui est récurrent de la série des FF. Hein. Au départ, c'était un des points centraux, un des points majeurs de la série. Et au fil des épisodes, ça s'est un petit peu perdu. Mais dans chaque épisode, on peut être sûr qu'à un moment ou à un autre, on nous parlera des cristaux. Parfois un petit peu plus. Hein, dans FF9, c'est un petit peu plus présent. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes dans FF9 par rapport à FF1. Ils ont fait beaucoup de petits clins d'œil, c'est assez étrange ça. Peut-être que j'en reparlerai dans la version GBA si on a le temps. Et donc, en gros, on est les 4 chevaliers de... On sait pas trop d'où on sort, d'où on atterrit. D'ailleurs, vous avez vu qu'on commence le jeu directement sur la map, alors que généralement, dans les RPG, on commence plutôt dans un village. Hein. Souvent, on est banni. Hein. Souvent, on est banni du village, et c'est parti, on doit réussir à sauver le monde. Là, on commence, on est carrément sur la map, quoi. Et on entre dans le village. Et on nous apprend, là, on est chez le roi. On nous apprend en fait que la fille du roi, je crois la princesse Sarah, voilà, nous attendons de vous que vous sauviez la princesse, ma princesse, mais son pouvoir surpasse le vôtre. Là, il doit parler de Garland, c'est le grand méchant du jeu. Garland a enlevé la princesse du roi, et donc le roi nous demande à nous, protecteurs du monde, si on peut dire, d'aller sauver sa princesse. Voilà. En gros, c'est la quête du bien contre le mal. Garland va aller réveiller des démons. Bon. Voilà, c'est extrêmement basique. Il faut savoir que les personnages que l'on incarne ne parlent pas. Ils n'ont pas droit à la parole. Au niveau scénaristique, au niveau narration, c'est le minimum syndical. Il n'y a presque rien du tout. C'est assez incroyable. Je vais vous montrer un combat. Vous allez voir comment ça se passe. Comme ça, vous pourrez une fois de plus comparer la version PlayStation et la version GBA. Écoutez un peu la musique. Ah, et écoutez surtout le bruitage quand je vais ordonner
à mon équipe, à mes personnages, à mes combattants, d'attaquer les autres, d'attaquer les ennemis. Écoutez quand le bruitage du coup donné, du coup porté. C'est assez ahurissant. Écoutez. Bon, là on l'entend pas. Là on l'a entendu. Et là on l'a entendu. C'est un truc de ouf. Alors attendez, je vous le remets. Cette fois-ci je me tais. C'est un bruit, c'est assez incroyable parce que autant les musiques ont été complètement remaniées et refaites à la sauce 32 bits pour support CD, autant les bruitages ont à peine été revus. Et là vous en avez le bon exemple. Cette espèce de bruitage quand les personnages donnent un coup de poing, c'est absolument horrible. Et sur GBA ça n'y est pas. Vous voyez, sur GBA ça, ils l'ont corrigé. Voilà, c'est assez étonnant qu'ils ne l'aient pas fait pour cette version PlayStation. Je vous expliquerai dans la version GBA comment ça se passe pour les combats. Mais comme vous le voyez... Oh non, je voulais pas fuir, voilà. Comme vous le voyez, c'est extrêmement classique. Il n'y a pas de barre ATB dans le premier FF. C'est du tour par tour ultra banal et ultra classique. Mais ça, je vous l'expliquerai en détail. Alors bien sûr, une fois que l'on gagne un combat, on gagne de l'expérience qui nous permettra de passer, d'augmenter nos levels. On gagne de l'argent, de l'or, des Gills. Dans la plupart des FF, ils nomment ça des Gills pour l'argent. Et voilà. Voilà, en gros, vous savez tout, quoi. Et évidemment, ça sera toujours village, map, donjon. Village, exploration de la map, donjon. Village, exploration de la map, donjon. Village, exploration de la map, donjon. Et ça sera toujours comme ça. Voilà. Là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller défaire donc Garland pour pouvoir sauver la princesse Sarah. Et pour nous remercier, le roi finira de construire le pont que vous voyez en haut, à droite en haut, enfin à l'est nord, à droite en haut quoi, vous voyez un pont qui a commencé, qui est en construction, plus tard il sera totalement construit et on pourra donc passer à une autre portion de la map, comme dans tout RPG qui se respecte. Ah, je voulais quand même vous montrer autre chose dans le menu, mais là j'arrive pas à y aller, où est-ce qu'il faut appuyer? Ah d'accord, c'était le triangle pour aller dans le menu. Une fois de plus, je vous expliquerai le menu plus tard dans la version GBA, mais juste regardez au-dessous des points de vie. Vous voyez MP, les points de mana. Mais en fait, on n'a pas vraiment des points de mana. Ça, c'est important. Il faut que je vous l'explique. Parce que ça n'a pas changé dans la version NES, donc d'origine, puis WonderSwan Color, puis PlayStation. C'est resté à l'identique. Ils ont seulement changé ça pour la version GBA, sortie un an plus tard par rapport à la version PlayStation, c'est-à-dire en 2004. C'est le système de magie. Vous voyez qu'il y a plein de 0 partout, 0 sur 0, 0 sur 0, et en bas, pour le White Mage et le Black Mage, 2 sur 2, 2 sur 2. Parce qu'en fait, les points de mana ne sont pas comptabilisés comme dans les RPG traditionnels. Genre, on a 40 points de mana, le sort de foudre coûte 5 points de mana, et donc quand on l'utilise, il nous restera plus que 35 points de mana à notre total. Le truc classique. Là, non. Chaque point de mana, en fait, on a des niveaux, et à chaque... regardez, 2 sur 2... Bon, comment vous expliquer ça? Attendez. Est-ce que si je vais sur magie... Ouais, là, évidemment, je n'ai pas de magie. Bon, admettons que j'ai des magies à côté du level 1. Je vous expliquerai dans la version GBA pourquoi c'est numéroté en level, les magies. Vous comprendrez. Enfin, j'essayerai de vous expliquer ça, histoire que vous compreniez bien le système de magie. Mais dans les premières versions, donc il n'y avait pas de véritable point de mana. C'est juste que quand on a une magie, par exemple pour le level 1, je peux l'utiliser une fois, puis une autre fois, et je serai à 0. Si j'utilise une fois, je vais être à 1 sur 2, je l'utilise une autre fois, je vais être à 0 sur 2. Et il faudra que j'aille dans une auberge pour me régénérer, histoire de dormir, pour régénérer mes 2 points, mes 2 attributs de points qui me servent. C'est pas ça, c'est comment dire, c'est mes 2 compétences de magie. C'est pas numéroté. On peut seulement, pour le level 1, je pourrais utiliser 2 fois une magie de level 1, sachant que l'on peut en apprendre seulement 3 sur 4. Mais là, je sens que je commence à vous embrouiller, donc on va partir de là. J'essaierai de vous expliquer un petit peu mieux dans la version GBA. De toute façon, je vous ai dit tout ce que je voulais pour cette version PlayStation, il me semble. Vous allez voir, dans la version GBA, c'est beaucoup plus flouté visuellement, c'est logique. Et surtout au niveau sonore, ben, c'est pas la même chose. Vraiment, c'est pas la même chose. Allez, à de suite, le temps que je branche la GameCube avec le Game Boy Player pour pouvoir capturer via Studio 12. A de suite.
Allez, dernière ligne droite. On continue cette présentation des FF. Enfin, de FF1, qu'est-ce que je raconte des FF. Cette présentation du premier Final Fantasy, donc sur GBA cette fois-ci, la compilation, comme sur PlayStation, on a droit à FF1 et 2, et il s'appelle donc Dawn of Soul. Et la particularité, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est qu'il a été entièrement localisé. Et là, alléluia, alléluia, depuis le temps qu'on attendait ça, depuis le temps qu'on attendait de pouvoir enfin connaître les premiers épisodes de la série, qu'on puisse enfin jouer chez nous en version officielle et qui plus est en version française. C'est un rêve qui devient réalité. Mais c'est véritablement ça, hein. C'est un rêve qui est devenu réalité pour beaucoup de joueurs qui avaient connu les FF Super NES et évidemment les FF PlayStation 7, 8, 9. Voilà. Moi je connais pas de personnes qui ont connu les FF Super NES et PlayStation 16 et 32 bits et qui ne voulaient pas connaître les FF 1, 2, 3. C'est logique, quoi. Vous voyez, quand on a grandi avec ça, on veut connaître la genèse, on veut connaître le commencement. C'est pour ça que cette version GBA est énormissime, parce qu'elle est localisée. Même s'il y a très peu de dialogue, ça je vous l'ai dit, hein, mais tant pis. Enfin, tant mieux, tant pis et tant mieux. Enfin bref, voilà, vous le voyez d'ailleurs, c'est la même intro que la version PlayStation, sauf qu'évidemment, il n'y a pas la cinématique, et voilà, sauf qu'elle est localisée. Devant les ténèbres, 4 guerriers de lumière se dresseront. Vous voyez, ça fait un petit peu biblique, hein, les 4 guerriers de lumière qui arrivent d'on ne sait où, peut-être envoyés par la main de Dieu pour protéger le monde et pour défaire tous les démons. C'est un petit peu ça, hein, c'est un petit peu un scénario à la Dragon Quest pour ce premier FF. Voilà, le scénario c'est infime. Et les 4 cristaux qui représentent les 4 guerriers de lumière. Allez, on commence. Oui, donc j'appuie sur Start, mais il ne se passe rien comme d'habitude, si ça y est. Alors avant de commencer, je vais vous montrer le bestiaire. Donc évidemment, au départ, on doit choisir entre FF1 et FF2. Mais là, on va faire le bestiaire. Qu'est-ce que c'est que le bestiaire? Eh bien, ça permet de jeter un coup d'œil à tous les monstres que l'on a terrassés. Voilà. Ah oui, c'est vrai que d'abord, il faut prendre une sauvegarde. Bon, ben, je vais prendre ma sauvegarde la plus avancée, celle où j'ai fini le jeu. Et voilà, on peut voir toutes les caractéristiques et les statistiques, vous le voyez, de tous les monstres qu'on a battus depuis le début de notre partie. Par exemple, le gobelin, qui est la première créature à vaincre du jeu, je l'ai tué 239 fois. J'en ai marre des gobelins, hein. Je veux plus en tuer là. On peut voir qu'ils avaient 8 HP, qui nous donnaient 6 Jill quand on les tuait, qui nous donnaient également 6 points d'expérience, et qui n'avaient aucune possibilité d'avoir aucun butin, d'aucune sorte. Vous voyez, butin, il n'y a rien du tout. Voilà, et on peut faire ça avec toutes les créatures. Voilà. Le garde-gobelin, par contre, qui est un petit peu plus résistant, il pouvait éventuellement nous donner une potion pour restaurer nos points de vie. Mais si je vais ici, pour tout vous dire, c'est pas vraiment pour vous parler de ça. C'est pour vous parler d'une personne. Monsieur Yoshitaka Amano. Ça vous dit rien, parce que ça dit à ceux qui connaissent bien la série. Mais généralement, on connaît surtout Nobuo Uematsu pour la musique dans les FF, Sakaguchi bien sûr qui est le créateur des FF, bon, et puis c'est tout grosso modo. Hein. Et bien en fait, il y a également Yoshitaka Amano, il est très connu aussi, mais surtout, vous allez voir, vous allez comprendre, en fait c'est le chara designer de tout ce qui est les personnages et les monstres. Et attention, de FF1 à FF10. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je veux vous en parler. Attention, c'est un petit spoiler parce que je vais vous montrer les boss. Voilà. Je vais vous montrer les 4 boss élémentaires du jeu. Les 4 big boss. La Liche, Maliris, le Kraken et Tiamat. Et vous allez voir... Bah, je dis rien du tout. Juste ouvrez les yeux. Open your eyes. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que vous avez vu on peut même pas dire un sprite, quoi. C'est un artwork. C'est une illustration de ouf. Voilà le boulot, voilà le travail de monsieur Yoshitaka Amano. Il a fait tout ce qui est le design des FF1 au 10. FF1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, quand vous penserez à Kefka, vous penserez à Yoshitaka Amano. Quand vous penserez... je sais pas moi, à Sephiroth, vous penserez à Yoshitaka Amano. Quand vous penserez à Squall, vous penserez à Yoshitaka Amano. Voilà, le chara design, regardez-moi ça. Je peux vous dire, quand je suis tombé nez à nez avec ce boss, mais j'étais bouche bée, quoi. J'avais la langue par terre.
Vous avez vu cette image de ouf? Alors évidemment, ce n'est qu'une image, hein, ce n'est pas en mouvement, et on se calme, hein. On est sur GBA, c'est pas de la 3D. Mais même pour un simple sprite, c'est juste du oh my god, quoi. Maliris. Magnifique. Avec en fond sonore la musique des boss. Hein. Il y en a même plusieurs pour ce remake. Splendide, une espèce de méduse, limite entre la sirène et la méduse, avec 6 ou 8 bras, 6 bras, armés de sabres. Magnifique, magnifique. Le Kraken. Magnifique également. Et enfin Tiamat. Une hydre. Franchement, si ça c'est pas beau, sérieux, ça c'est vraiment de l'excellent boulot, quoi. Et tous les monstres, tout ce qui est le design des monstres et des persos, c'est monsieur Yoshitaka Amano de FF1 au FF10. Je me répète, mais franchement, Yoshitaka Amano, chapeau l'artiste. Moi je ne connaissais pas parce que je ne me suis pas non plus intéressé au FF énormément, je connaissais comme ça, j'ai joué à la plupart des FF, mais je ne suis pas non plus intéressé profondément. Je connaissais Nobuo Uematsu, Sakaguchi, quelques autres. Par contre, je ne connaissais pas Yoshitaka Amano, quoi. Là, je me suis intéressé, et franchement, maintenant, je vais m'intéresser à ses œuvres. Mais c'est du oh my god, c'est du oh my god ce qu'on voit là. Voilà, je voulais quand même vous parler de ça, avant de commencer à vous parler de FF à proprement parler. Allez, cette fois-ci, non, je suis con, je reviens dans le bestiaire. Non, on part d'ici. Allez, on part de là. Non, choix du jeu. Ah, là, par contre, j'aurais dû cliquer. Je suis en train de m'embrouiller les pinceaux. Donc, là, c'est bon, je peux y aller, là. FF. Je pense que là, c'est bon. Voilà, là, on tombe sur l'écran titre de FF premier du nom. Voilà, c'est bon. Je vais charger la partie avec laquelle j'ai fini le jeu. Mais avant, regardez. Ici, vous avez la partie donc avec laquelle je suis arrivé à la fin du jeu. Vous pouvez voir que j'ai mis 25 heures pour y arriver. Donc, le jeu est moins long qu'un FF... on va dire depuis FF, même depuis FF2, mais même depuis FF3, FF4, les FF étaient en gros 2 fois plus longs. Il fallait plutôt 50 heures plutôt que 20, 25 heures. Et encore 25 heures, je sais que si je m'étais dépêché, j'aurais presque pu le faire en 15 heures le truc. Mais regardez surtout, encore une fois, le design des personnages. Regardez les sprites. Ça, c'est une sauvegarde avec 17 heures de jeu. Ça, c'est avec 25 heures. Vous voyez que les sprites ont changé, parce que dans FF1, le système de classe était déjà présent. À un moment donné dans le jeu, on va rencontrer le Bahamut, c'est une espèce de quête auxiliaire, de quête annexe. Et quand on aura fait ce qu'il nous demande, et voilà comment on deviendra. En gros, le warrior, donc Hooper, de son nom, deviendra un paladin. Le rogue, le voleur, deviendra un ninja. Le mage blanc, un sage blanc. Et Bibi, donc le mage noir, un sage noir. Disons que ça augmente un petit peu nos caractéristiques et ça nous donne accès à d'autres sorts, voilà, et ça donne accès à des sorts de magie blanche pour le warrior et des sorts de magie noire pour le rogue, mais que des sorts bas level. Voilà, c'est une progression de classe, mais ce qui est excellent, c'est que déjà dans FF1, vous voyez, le sprite était changé, la forme du sprite a été modifiée, et ça c'est excellent, voilà. Je voulais vous montrer ça également. Et donc voilà, on est sur la map, et là donc je vais vous laisser écouter le son, voir un peu si vous voulez voir, d'abord vous regardez avec vos yeux, et écoutez avec vos oreilles si vous entendez une différence avec la version PlayStation que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Alors évidemment, c'est moins bon, hein, je vous l'ai dit, c'est moins bon. Pour moi, il n'y a pas photo. Mais quand même, on est sur GBA et c'est largement audible, c'est largement écoutable et on prend plaisir à l'écouter. Et sinon, niveau graphique, je vous laisse vous faire votre propre avis. Peut-être que vous n'allez pas bien voir la différence parce que vous allez voir ça sur un petit écran. Mais quand on y joue sur la télé, il n'y a pas photo, quoi. La version PS1 est beaucoup plus, comment dire... On voit que la résolution est supérieure, on voit plus de détails et tout, et puis c'est moins flou. Vous allez me dire c'est logique, puisque sur la GBA, c'est fait pour jouer sur l'écran de la GBA, et pas sur une télé, bien sûr. Mais bref, graphiquement, la version PS1 est mieux, mais vous le voyez, en réalité, c'est pratiquement identique. C'est juste un petit peu plus flouté, et il y a un poil moins de détails. Mais en fait, c'est les mêmes versions.
Donc là, on est dans un village. Alors, dans les villages, ça se passe toujours de la même façon. Toujours un magasin d'armes. On va dedans. On demande à parler au monsieur. Vous voyez, ce qui est bien avec FF1, c'est que déjà, à l'époque, tout était là. Les bases étaient là. FF1, avec évidemment Dragon Quest, c'est le jeu qui a apporté, qui a inventé les bases du RPG moderne, du RPG japonais, tel qu'on le connaît, mais même aujourd'hui, à l'heure actuelle. FF13, il reprend tout. Je suis sûr qu'il va tout reprendre de FF1. C'est ça qui est énorme. C'est que la série, évidemment, a évolué, bien sûr, mais les bases étaient déjà là. Et ce FF1, on lui doit beaucoup. On lui doit vraiment, vraiment beaucoup. Après, au-delà de ça, évidemment, quand il faut parler du jeu en lui-même, bon, là, évidemment, c'est autre chose. Mais les bases sont là. Et ça, c'est excellent, quoi. Donc voilà, on a des boutiques. On achète, évidemment, des armes et des armures. La petite flèche rouge, ça indique que ces armes-là, inutile que je les achète puisqu'elles seront moins puissantes que l'arme que je possède. Si l'arme était mieux, ça mettrait une flèche verte vers le haut. Comme souvent, ici pareil, sauf que c'est pour les armures. En bas, évidemment, l'inévitable auberge, commun à tout RPG qui se respecte, avec le in, en haut, in. Dans combien de RPG on a vu ça, une auberge avec le in devant? Combien? Des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et donc voilà, et là on peut juste parler, c'est-à-dire je me rends compte que je n'avais jamais parlé à eux. Oh, je savais même pas ça, tiens. Ah mais c'est énorme, en fait c'est une espèce de tutoriel. Ah mais je ne savais pas, voilà. Je n'étais jamais allé ici. Ah mais c'est un tutoriel. Non, c'est bon, j'ai pas envie que tu m'enseignes, c'est extrêmement facile à comprendre. Non, c'est bon, ne m'en parle pas. Mais je ne savais pas, tiens, il y a un petit tutoriel. Et donc l'auberge, comme d'hab, on me parle, je vais pas le faire. Il faut payer une certaine somme. Et voilà. Donc là, je le fais pas. On va tous les 4 dormir dans les 4 lits. Comme par hasard, il y a pile poil 4 lits. Hein. Et voilà, on y passe la nuit et ça nous régénère nos points de vie et nos points de mana. Ensuite, pour le système de magie. Voilà, regardez ici. Ça c'est important. Le système de magie, on va pas apprendre les magies automatiquement en combattant des monstres. Il va falloir les acheter. Et ici, vous voyez, ça c'est la boutique pour les magies noires. Et ici, c'est la boutique pour les magies blanches. Et dans chaque village, il y aura toujours toutes les boutiques que vous avez vues là. Et à chaque fois, évidemment, ça sera des magies de level supérieur. Je peux vous montrer ça en 2 secondes. Voilà, magie. Si je prends par exemple Aéris, c'est-à-dire le mage blanc. Voilà, niveau 1. Non, ça c'est... Non, je me suis trompé. On va plutôt aller dedans. Je vais ici. Je parle avec le marchand. Voilà, il me propose 4 sorts. À chaque fois, les marchands nous proposeront toujours 4 sorts équivalents à chaque niveau. 4 sorts niveau 1, puis 4 sorts niveau 2, 4 sorts niveau 3, 4, 5, 7, 8, jusqu'à 8. Mais on ne peut en avoir que 3. Parce que regardez, par exemple, si je veux apprendre le sort soin. Bon, on voit que les deux qui peuvent l'apprendre, c'est mon warrior, ou plutôt mon paladin. Parce que le warrior est devenu paladin et que maintenant il peut apprendre les sorts du mage blanc de bas niveau. Vu que là c'est niveau 1, je peux l'apprendre. Ou Peur peut l'apprendre, le warrior. Mais théoriquement, c'est surtout le mage blanc qui peut s'en servir. Et bien, si je vais sur lui, vous voyez qu'il y a 3 petites boules. Ça me rappelle un petit peu le système de Materia de FF7. Parce qu'on ne va pas pouvoir apprendre toutes les magies en réalité. Et bien, il faudra faire un choix. Par exemple, entre les 4 magies niveau 1 que l'on voit ici, soin, lumen, garde et leurre, je ne pourrai en avoir que 3 que je devrais mettre dans les 3 emplacements qui correspondent en fait aux 3 petites boules. Et pareil pour le mage noir à côté, sauf que ce sera bien sûr des magies noires. Il faudra faire un choix. Donc voilà, dans toutes les boutiques c'est pareil. Pareil pour le mage noir, je vais pas vous montrer, mais c'est identique sauf que ce sont des sorts du mage noir. Et là vous voyez que c'est le voleur, Tuco, je l'appelais, Tuco, Blondin, Sentenza, hein, vous reconnaîtrez ceux qui connaissent, les cinéphiles. Et là donc c'est Tuco qui peut également l'apprendre le voleur parce qu'il est devenu un ninja via le changement de classe. Mais regardez, si je vais dans le menu et que je vais par exemple sur le warrior, on peut voir qu'ils ne peuvent apprendre, lui il ne peut apprendre que les 3 premiers niveaux de sort, voyez. Après pour le 4, 5, 6, 7, 8 c'est grisé. Et pareil je pense pour Tuco. Ah non, lui c'est 1, 2, 3 et 4. Mais pas le 5, le 6, le 7 et le 8. Et par contre évidemment le mage blanc et le mage noir, ils peuvent tout apprendre. Voilà, mais à chaque fois, vous voyez par exemple pour le sort soin, je m'étais pris soin, lumen et garde. Et le 4e dont j'ai oublié le nom mais qui était disponible dans la boutique, je n'ai pas pu l'apprendre. Sachant que tout de même si on veut à un moment ou à un autre, jeter un de nos sorts pour apprendre celui qu'on n'avait pas pris, on peut, avec la commande jeter. On peut désapprendre un sort
pour revenir dans la boutique et acheter celui que l'on souhaite acquérir maintenant. Vous avez compris le coup? Et donc les niveaux, comment ça se passe au niveau des... Vous voyez donc il y a plusieurs niveaux, évidemment plus le niveau est élevé, plus les sorts seront élevés, soit ça redonne un petit peu de points de vie, soit plus encore plus, soit X encore plus, grâce X beaucoup à tout le monde, vie max ça ressuscite un allié avec tous les HP, bref, vous savez lire, je vais pas tout vous décrire. Mais comment on augmente de niveau, vous allez me dire? En fait c'est un petit peu aléatoire, on sait pas trop quand. Aeris, vous voyez qu'elle est niveau 78, en gros quand elle est niveau 3 ou niveau 4, on pourra acheter les sorts de niveau 1, quand elle sera niveau 10 à peu près, je vous dis ça à peu près au hasard, à vue de nez. Niveau 2, c'est quand elle sera level 10. Niveau 3, level 15 environ. Niveau 4, level 25. Niveau 5, level 35 ou 40. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en gros. Donc, ça c'est fait. Pour le système de magie, vous avez dû comprendre. Et il y a toujours un autre truc, voilà, ici. Le sanctuaire, l'église. Ça fait forcément beaucoup penser au Dragon Quest. Eh bien, c'est pour ressusciter un membre de mon équipe qui est mort pendant un combat. Ça sert évidemment surtout au début du jeu quand on n'a pas encore de sort pour ressusciter. Ou d'objets parce que ça coûte extrêmement cher. Voilà, c'est ici. La queue de phénix, elle coûte 500 Gil. Et 500 Gil quand on commence le jeu, ben on les a pas. On les a pas, faut attendre au moins une bonne heure pour réussir à acheter quelques queues de phénix. Donc au départ on ne peut pas ressusciter nos alliés. Et donc on est obligé d'aller dans les églises. Ou alors il faut attendre que Aeris apprenne le sort de vie. Mais comme vous le voyez, elle ne l'apprend que au niveau 5. Donc c'est assez tard dans l'aventure. Voilà, et après je crois que c'est tout. Au niveau des villages, je crois qu'il n'y a rien d'autre comme... Ah oui, évidemment, la boutique des objets. Dernier endroit du jeu, si lui il veut bien se pousser. Et évidemment, ça sert à acheter des objets. Là, étant donné que c'est le premier village du jeu, on peut acheter les objets de premier ordre. La potion, l'antidote, vous le voyez, quoi. Voilà, bon là je vous expliquais pour les villes. Et toutes les villes, c'est à peu près toujours comme ça, hein. Donc là, on va partir de la map. Ah, on a également accès à une map en appuyant sur B et Select. Hop, voilà la map entière. Et là, donc, on peut voir, on peut voir un petit peu où se trouvent tous les lieux, quoi, les villes, les villages, les donjons. Tout est répertorié à droite, vous voyez. Donc, on peut vite voir. Quand si je veux aller à Pravoka, hop, on voit que le curseur s'est mis à peu près au milieu de l'écran vers la droite. C'est ici que se trouve Pravoka. Heureusement qu'il y a cette map, parce que franchement, c'est un petit peu le bordel pour s'y retrouver. D'autant plus qu'on a très peu d'informations, hein. Souvent, on ne sait pas du tout où aller. D'ailleurs, pour moi, c'est même l'un des problèmes du jeu. Généralement, dans les jeux d'aujourd'hui, on dit souvent... Attendez, les jeux sont linéaires. On suit une ligne droite et on s'en échappe pas. D'ailleurs, je suis le premier à le dire, hein. Dans FF10, c'est un truc qui m'avait énervé au plus haut point. C'était horrible pour moi. Et dans la démo de FF13... c'est même pas, je veux dire, le truc c'était une autoroute, quoi. C'était une autoroute. Et je trouvais ça bidon. Eh bien là, honnêtement, si vous aimez pas ça, vous allez être aux anges avec les premiers FF. Parce que là, on a pratique pas toute la map, mais on va dire 50% de la map disponible pratiquement au début du jeu, quoi. Au bout d'une heure, au bout de 2 heures, on peut aller partout. Et forcément, on se perd. On sait pas où aller. C'est le bordel. On est libre. On est lâché dans la nature. En plus, on a très peu d'informations pour se diriger. Franchement, on est perdu. Heureusement qu'il y a la map. Mais même avec la map, on se perd vraiment facilement et on ne sait pas forcément où aller. Voilà. On est livré à nous-mêmes dès le début. Et ça, c'est en même temps une force, parce que de nos jours, on ne rencontre plus aucun RPG comme ça. Et c'est en même temps une faiblesse, parce que le jeu devient vraiment difficile. Quand on ne sait pas où aller, c'est super chiant. Mais pourquoi c'est chiant? Mais c'est chiant parce que tout simplement, quand on fait 3 pas, et encore là, ça va, parce que je suis au niveau, et on est dans une zone bas level, donc je me fais pas vraiment harceler. Mais quand on... Regardez, d'ailleurs, vous avez vu ça, là j'ai pu faire au moins 50 pas avant de rencontrer une équipe de monstres. Mais généralement, on fait 2 pas sur la map et c'est un combat. Évidemment, les combats aléatoires, hein, que ce soit sur la map ou sur les donjons, on ne voit pas les ennemis, comme dans tous les FF sauf les derniers. On voit pas les ennemis, donc les ennemis sont invisibles. Et c'est en gros toutes les 3-4 secondes, hop, un combat s'enclenche et c'est parti. Et ça, c'est extrêmement chiant quand on est perdu, parce qu'on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. On se dit, mais où est-ce qu'il faut que j'aille? Oh putain, il faut que je revienne là-bas. Oh, obligé de se retaper, mais 50 combats avant d'y arriver. J'ai fait des milliers de combats. Des milliers de combats, j'en peux plus. J'en peux plus. FF1, j'y rejouerai jamais, hein. Je peux vous le dire, hein. FF1, je n'y rejouerai jamais. Parce que les combats, j'en ai soupé, mais alors à vie, là. Sérieux, hein. Je préfère me suicider, hein. Je ferai plus de combats dans FF1. Alors, comment ça se passe au niveau des combats? Donc, je vous l'ai dit, c'est au tour par tour.
d'abord, le système de jauge ATB n'existait pas à cette époque. Donc d'abord, on doit choisir évidemment une action pour chacun de nos personnages. Donc d'abord, on doit choisir une action pour tous nos persos. Par exemple, attaquer avec le warrior, attaquer avec le voleur. Elle, on va lui faire une magie, on va faire une magie d'attaque, tiens. Sidéral, c'est la seule magie d'attaque du mage blanc. Et lui, on va lui faire une autre magie, la plus puissante, même si à mon avis, tous les monstres seront morts avant. Donc après, c'est parti. Là, on ne peut plus rien faire. Et l'ordre... Attendez, je vais baisser mon son, parce que là, je n'entends plus, moi. On va baisser de 2 crans. Voilà. Et l'ordre d'attaque. Là, vous avez entendu la petite fanfare, hein. Elle était déjà là. Déjà présent dans le premier FF. Quand je vous dis que ce FF a déjà posé les bases et qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui seront reprises dans tous les FF qui suivront, c'est pas des conneries, hein. On va passer. Donc, je vais juste prendre l'aéronef, comme ça vous aurez droit à une nouvelle musique. Et vous avez vu le magnifique effet, hein. Un petit effet comme ça à la mode 7, même si je suis pas sûr que ça soit du mode 7. Hein. Une espèce d'effet de rotation comme ça. Bref, attendez, je suis en train de vous parler de quelque chose. Oui, non, c'est l'ordre d'attaque. D'ailleurs, vous allez voir, on va refaire un combat. Donc, je vais partir de là. Je prends donc l'aéronef. On va aller au hasard, aller par là-bas. Voilà, on va se poser ici. Là, je peux pas parce que... je crois pas que je puisse, là, voyons. Ah, si, je peux. Parce que tout à l'heure, on ne peut pas, en fait, se poser partout. Vous allez voir, on va faire un combat. Ce qui est important à comprendre, c'est l'ordre dans lequel on va attaquer. En fait, on ne peut pas vraiment le comprendre parce que c'est assez aléatoire. Là, par exemple, regardez, je vais mettre attaqué pour tous mes personnages. Là, c'est aléatoire. Le rogue, il attaque en premier parce que, bon, il a une très très grande agilité, donc je pense qu'il est prioritaire. Et après, en gros, c'est en fonction de l'agilité de chaque ennemi. Voilà, c'est ça qui va faire la rapidité de nos attaques. Mais on sait jamais trop parce que, franchement, parfois, je fais des combats et c'est pas moi qui commence, c'est les ennemis qui vont commencer à m'attaquer. On sait jamais trop et du coup, on sait jamais s'il faut que je fasse soigner avec Aeris, avec le mage blanc, ou s'il faut que je fasse une attaque de groupe avec le mage noir, sans savoir s'il va attaquer en premier. Parce que s'il attaque en dernier, ça veut dire que déjà le warrior et le rogue, ils auront déjà tué 2 ennemis au minimum, voire peut-être plus. Et donc du coup, ça ne servira plus à grand chose que j'utilise la magie de groupe du mage noir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu handicapant. En fait, on ne sait jamais trop comment vont se passer le déroulement des combats. C'est un petit peu aléatoire là. Voilà, là encore une ville. Honnêtement, je sais pas trop quoi vous expliquer parce que franchement, c'est tellement encore une. Il y a beaucoup de villes. Hein. Il doit bien avoir au moins 7 ou 8 villes, je dirais. Donc je pense que la musique doit être identique. Attendez. Ouais. La musique est similaire pour toutes les villes, hein, comme je vous l'ai dit. Donc je crois qu'on est à Pravoka, je crois, voilà. Et donc c'est toujours un petit peu pareil, même si quand même l'architecture, vous voyez, ça peut être différent. À Tella, il y avait un boss là. Je vais changer de vous le dire, mais voilà. C'est un pirate qui est en train de mener la vie dure aux citoyens de la ville. Et donc je lui ai mis une petite correction, et du coup maintenant c'est fini, il ne dit plus rien. Qu'est-ce qu'il dit lui? Je ne crois pas qu'il y ait d'autres ports au nord, donc il y a accosté en bateau. Ah mais voilà, après je peux vous parler des moyens de locomotion. Donc là je viens de vous montrer l'aéronef. Mais en fait le premier c'est pas celui-là. Donc vous voyez, quand on le prend, c'est excellent, on a une espèce d'effet de... Je sais pas, enfin, vous voyez quoi, la map en fait pivote et donc c'est excellent. En plus l'aéronef on l'a assez tôt, hein. On l'a au bout de 5-6 heures de jeu. Hein. Donc c'est assez énorme. Par contre on peut pas se poser partout. Regardez ici, il y a une forêt, je peux pas me poser, impossible. Ici il y a un marais, je ne peux pas me poser. On peut seulement se poser sur l'herbe totalement verte. Et donc ils ont bien fait leur coupe en tête. Voilà, ça c'est le bon exemple, vous voyez. Pour aller ici, à cette ville, eh bien le seul moyen que j'ai trouvé, mais il y en a peut-être d'autres, hein. Peut-être là, je pense pas. Ah non. Il faut trouver en fait un tout petit coin d'herbe, une espèce de pixel. Ici peut-être. Non, il veut pas. Donc je pense que là c'est impossible. Ici le seul moyen, peut-être ici. Je pense pas. Vous voyez, c'est un petit peu laborieux parfois. Et les développeurs, ils ont fait exprès, voilà, de ne pas mettre d'herbe verte ici, pour qu'on soit obligé. Parce que, ah voilà, c'était ici que j'avais trouvé le truc, voyons. Même là, c'est chaud, vous voyez. Là, ça devrait être bon. Voilà. Et là, donc, je vais devoir aller tout en bas, en me faisant harceler tous les 3 pas par un monstre pour réussir à atteindre la ville qui était en bas. Donc ça, c'est un exemple. Hein. Mais ça arrive tout le temps dans le jeu. On est obligé de se poser à des kilomètres au loin de la map pour atterrir
pour finalement se rendre à un endroit auquel on voulait aller. On n'aura pas le choix, parce qu'on ne peut pas se poser avec l'aéronef autre part que sur le tout petit pixel d'herbe verte que les développeurs avaient prévu. Bon, et ça c'est assez horrible, je dois dire. Et même sur le désert, on ne peut pas se poser avec notre dirigeable. Oui, donc je vais vous parler, on va aller encore aller là, les dernières villes que je vous montre. Gaïa, ça c'est récurrent. Toujours la même musique. Hein. Ah, toujours les boutiques hein, pour les... Ah ben en plus celle-là c'est la dernière, c'est pour celle du niveau 8, vous voyez. Et là, vous voyez, je n'ai pas, je crois que c'est disciple que j'ai... Ah non, attendez, voilà, c'est celle-là. Non, c'est atout. Divise par 2 les dégâts magiques. Vous voyez. Pour la prendre, si je veux la prendre avec le sage blanc, parce que maintenant je suis un sage blanc, vous voyez, à droite, hein, on voit que le seul qui peut la prendre parmi toutes les classes, même le paladin ou le sage rouge, donc les modifications de classe, les classes avancées, il n'y aura que le sage blanc qui peut apprendre ces magies-là. Même sidéral, même disciple ou atout. Et donc si je veux apprendre le atout, donc divise par 2 les dégâts magiques, je suis obligé de supprimer une magie que j'avais déjà apprise au niveau 8 pour pouvoir la mettre, parce qu'on peut en avoir que 3 au maximum. Ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Allez, on va partir de là, on va aller par ici. On peut même pas partir, là. Attendez, il y a quoi en haut? Ah ben vous voyez, alors ça c'est énorme aussi, c'est quelque chose de très rare. On vient d'avoir le bon exemple. C'est-à-dire que dans ce FF, les villages, parfois, ils recèlent bon nombre de secrets. Voyez, comme celui-là, généralement, un village c'est tout petit, il y a des boutiques, on s'en va et c'est fini. Et bien là, comme vous le voyez ici, il faut vraiment visiter partout, parce que parfois, on a, comme cette boutique-là, on va avoir des magasins qui sont limite cachés, ou des personnages qui vont être cachés complètement à l'opposé du village. Et ça, c'est nécessaire pour la quête principale. Hein. On sera obligé d'aller leur parler et tout. Donc voilà, c'était ici, par exemple, vous voyez, le sanctuaire pour l'église, il était complètement en haut. Complètement, c'est quoi? Et ça encore, c'était facile à trouver. Mais parfois, il faut trouver un tout petit chemin, le truc totalement introuvable pour réussir à y arriver. Donc ça, c'est assez incroyable. Là, par contre, je pense qu'on va sortir de la map. Voilà, on sort. Donc, je voulais vous montrer les moyens de transport, de locomotion. Mais attendez, où est mon bateau? Ah putain, il est tout en bas. Bon, le premier moyen de transport, c'est le bateau. On l'aura très vite. Hein. On ne peut que accoster avec des... Là où il y aura des quais, des docks, des ports. Attends, voilà, ici par exemple, vous voyez, là, on voit une lettre en forme de L, et bien en fait c'est un port. Voilà. Et quand je vais prendre le bateau, que je devrais prendre bientôt, et ici aussi il y a encore un port. C'est-à-dire que je peux accoster ici avec le bateau. Voilà, il est là, tête. Il est là mon bateau. Où est du bateau? Et voilà, avec une nouvelle musique, tiens. Et une belle, hein. Évidemment, il y a des combats sur la mer. Hein. D'ailleurs, on va attendre. Je vais faire comme ça, histoire de vous montrer un combat sur le bateau. Si ça veut bien. Hein. C'est toujours quand on veut des combats qui se passent sur rien. Et quand on n'en veut pas, on en a toujours. Ça a toujours été comme ça. Hein. Bon, là, c'est quand ils veulent. Ah, mais là, je peux pas. Là, est-ce que je peux? Ah, si, nickel. Voilà, donc premier moyen de locomotion, de transport, le bateau. Second moyen... Ah, ben voilà. Bon, mais voilà un combat. Est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer les magies. Par exemple, mais lui c'est Nat parce qu'il n'a que des magies de soin, donc il va attaquer. Par contre, on ne peut pas se protéger, vous voyez. Donc on peut attaquer, utiliser des magies, utiliser des objets évidemment. Sachant que parfois, on peut avoir des armes et des armures qui ont carrément un effet qui leur est associé. Par exemple, regardez, les gants foudroyants sûrement, lancent foudre plus quand on les utilise. C'est ce que je vais faire, vous voyez. C'est-à-dire que sans même utiliser de... Attendez, là, il l'a pas fait. Ah oui, mais non, je suis con. Il l'a pas fait parce qu'évidemment, il faut être équipé de l'objet. Mais là, je ne sais pas de quoi... Attendez, on va voir ça. Je suis équipé de quoi? Voilà, je suis équipé de la Masamune. Ouais, non, je peux pas. Parce qu'en haut, un bouclier anti-pétrification, un katana, un armée dorée, non, je peux pas. Protège contre la mort subite, ça c'est énorme, la bague de titane, protège contre la mort subite. Le plus horrible, c'est quand vous avez un ennemi, genre une liche qui arrive, hop là, mort subite, on crève. Splendide, qui coulole là, qui coulole. On n'est pas trop énervé quand c'est comme ça. On va partir de là, c'est pas ça en fait. Donc lui, on va le faire attaquer. Normalement, voilà, c'est le rogue. Je crois que là, par contre... Voilà, lance-grâce quand on l'utilise, le armé guérisseur. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais dans objet, sans même utiliser de points de mana.
Maintenant, il faut le trouver. Attendez, c'était quoi le truc? Oh putain, je m'embrouille. C'était voilà, le armé guérisseur. Maintenant, il faut aller dans objet. Il faut le trouver, le armé guérisseur. Bon, je vous avoue que je ne m'en suis jamais servi, pas une seule fois. Mais là, je vous le montre parce que c'est une caractéristique du jeu. Donc, il faut le trouver maintenant, le armé guérisseur. Si vous le voyez, vous me le dites. Armée Mithril. Le armée guérisseur. Le voilà. Et normalement, grâce, c'est un sort de soin de groupe. Voilà. Et voilà, voyez, le rogue, grâce à une armure, il va pouvoir lancer un sort. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc elle, on va la faire attaquer, allez, avec son soin, son attaque, et lui, on va le faire avec un sort de... Bon, évidemment, c'est tous les sorts classiques. Hein. Au départ, on a brasier qui touche un seul ennemi, puis le brasier plus tous les ennemis avec une force un peu plus grande, le glacier, le brasier X encore plus fort, le foudre X, tous les ennemis, dégâts de foudre, glacier X, tous les ennemis, dégâts de glace. Ça, c'est comme les autres FF. Par exemple, on va faire le glacier. Et donc, c'est parti. Ah, mais là, il y en a carrément un qui s'est enfui, vous voyez, il a eu peur. Et ah ben là, je crois qu'elle va tous les tuer, mais voilà. Ah ben on n'aura rien vu, vous voyez. Tout ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien, vous voyez. On n'aura pas vu, par exemple, le voleur lancer grâce sur le groupe, parce que c'est le mage blanc qui a fait son attaque et qui a tué tous les ennemis. Bref. Trop fort. Je reviens aux moyens de transport. D'abord le bateau, puis on va obtenir le canoë. Hop là, qui permet, carrément, c'est assez énorme, d'aller sur les rivières, comme ça, de pouvoir se déplacer dans les rivières, parce que le bateau, avec le bateau, on ne le peut pas. Ah, encore un combat, allez, on va passer ça vite fait. Regardez un peu le chara-design de ces espèces d'ogres, là, vraiment bien fait quand même. Yoshitaka Amano, franchement, moi, ce nom, maintenant, je vais m'en rappeler à vie, quoi. Vraiment, vraiment, un grand artiste. Donc voilà, ça permet de passer comme ça les petites rivières. Et ça sert, on est obligé de s'en servir, parfois, non. On a des endroits où on n'aura pas le choix, obligé. Donc, je vais revenir... au port, je vais reprendre l'aéronef. Et donc, troisième moyen de transport, l'aéronef ici. Et les chocobos ne sont pas là. Les chocobos dans FF9 ne sont pas présents. Ni les chocobos, ni la fameuse mélodie. Tun, 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 tun. Eh ben non, ça n'y est pas. Ça n'apparaît que dans FF2. Et oui, les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, franchement, je crois qu'on a fait le tour. Le système de combat, ça c'est l'un des derniers donjons du jeu. Je crois qu'on a fait le tour. Je peux quand même vous montrer un donjon. Parce que les villes, je vous en ai déjà montré pas mal. Bon, si on trouve un donjon, on y... Là, ça c'est quoi déjà? C'est rien du tout. On va aller par le bas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah putain, alors ici il y avait un donjon supplémentaire. Parce que oui, il y a 4 donjons additionnels qui ont été rajoutés pour cette version GBA. Mais alors ils sont horribles. Ils sont horribles, super longs. Pas bien, pas bien. Regardez, par exemple, pour aller sur cette ville, on se dit logiquement, si j'atterris dessus, ça devrait aller. Et on se dit, bon, là, non, ça ne veut pas. Et bien en fait, non. Le seul moyen, même ici, si j'arrive à aller sur ce petit truc de pixels, ça ne marchera pas. Si on peut pas. Ça veut pas. Le seul moyen d'y aller, en fait, c'est d'aller en bas. Et c'est d'aller ici. Parce que même là, on peut pas, à cause du marécage. On est obligé d'atterrir ici, puis d'aller à pied, de remonter à pied jusqu'en haut pour atteindre ce village. Bon, ça c'est quand même un petit peu chiant à force, je dois dire, d'être obligé de faire tous ces déplacements à pied, parce qu'on ne peut pas du tout échapper aux monstres. En plus, il n'y a aucun item, du moins moi je n'en ai pas eu, qui permettent vraiment d'échapper aux monstres. Attendez, je crois que là on peut y aller, c'est un truc... Attendez. Il me semble qu'il y a un moyen là. Peut-être là-haut. Non, alors attendez. Non. Ah, en fait ici c'est un truc caché, il y a une ville cachée, ici. Là, voilà. Vous le ferez si vous faites le jeu. Ici, c'est Caravane, je crois. Il y a une ville cachée. Mais je peux pas l'atteindre d'ici. Il faudra encore que j'aille. Voilà, il faudrait que j'aille ici pour réussir à l'atteindre. Bon, je vais vous montrer un donjon. Si j'en trouve un. Sauf que je trouve que dalle, là. Là, je vous ai presque montré la map entière. Alors, attendez, c'est le bordel, là. Voilà, on va aller en bas, tiens. Par le bas. De quoi je peux vous parler? Je peux vous parler de la dernière version sur PSP qui est sortie, qui est une honte totale. Hein. Si vous devez... Là, c'est quoi? Il y a une grotte. Si vous devez acheter... Ah non, grotte du géant, c'est pas intéressant ici. Je crois pas qu'il y ait quelque chose de vraiment intéressant. Il faudrait quand même que je vous montre un donjon. Oui, donc la version PSP qui est une honte absolue. Parce que non seulement c'est la dernière version en date, elle est sortie en 2008 chez nous. Pourquoi c'est une honte? Parce que les deux FF, donc le 1 et le 2, sont vendus séparément. Il faut acheter les deux séparément. Déjà ça,
Je vous avoue que la pilule, elle a du mal à passer. Mais en plus, le jeu n'est même pas traduit. Alors là, franchement, c'est énorme quand même. Sur GBA, on a droit aux 2 épisodes sur la même cartouche, donc pour un prix faible, si on peut dire, et traduit. Et sur PSP, le truc est sorti 4 ans plus tard. Non seulement il y a 2 boîtes qu'il faut acheter séparément, et en plus le jeu il est en anglais. Eh bien j'ai envie de dire Kikoulol. Non sérieux, c'est totalement abusé. Oui, donc tout à l'heure je n'ai même pas fini de vous expliquer un peu les différentes... ce qu'on peut faire quand on est dans le système de commande. Donc, attaque, ok, magie, vous avez compris. Utiliser un objet, toujours des objets éthers pour remettre des points de vie, potions et compagnie. Défigeur pour soigner le poison. Les altérations d'état étaient déjà là dans FF1. Empoisonné, on est figé comme une statue, on est je sais pas trop quoi, on devient fou, fait tout. Ce genre de choses, ça existait déjà. Donc équipé, parce qu'on peut s'équiper d'autres... en combat, on peut s'équiper ou se déséquiper et fuir. Bah, évidemment, pour fuir, vous allez voir. Si je fuis là, je pense que je devrais réussir. Toujours pour fuir les combats. Ce qui est dommage, je trouve que la seule commande qui manque, si on peut dire, c'est pour se défendre. Voilà. Ça, c'est vraiment énervant. Parce qu'on ne peut pas du tout se défendre. Parfois, ça aurait... Enfin, je me suis dit, oh putain, si seulement là, j'aurais pu me défendre, j'aurais peut-être pu m'en sortir, alors ça aurait été mieux. Parce que j'avais rien d'autre à faire que de me défendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre du sage... Ah, vous avez le droit à une nouvelle musique, là. Non, ici, il n'y a pas grand-chose. Alors, il faut savoir qu'on peut également courir. Là, je marche, et en maintenant B, hop, on run. Et heureusement, parce que franchement, si on devait marcher... Parce ce qu'il faut comprendre, c'est que les donjons sont absolument horribles. C'est de ce jeu. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir à l'heure actuelle dans les RPG d'aujourd'hui. Les donjons de FF1 sont particulièrement ignobles. Parce que ce sont des espèces d'étendues immenses. Ce sont des pièces immenses. Mais immenses. Et en plus, labyrinthiques. C'est très. Et on n'a pas de map, bien sûr. Donc c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Il y a des passages partout, nord, sud, est, ouest. Les donjons sont assez grands et surtout, les zones sont immenses. Quand on est dans une zone, on sait jamais... Rien que le premier donjon du jeu, il n'y en a pas beaucoup de donjons, il doit y en avoir 6 ou 7, pas plus. Mais rien que le premier donjon, j'ai mis plus d'1 heure à le finir parce qu'on est obligé de faire des allers-retours tout le temps. Et franchement, mais c'est horrible, quoi. Alors, vous voyez là vous avez le bon exemple, quoi. Je suis sur la map et il y a un combat toutes les 2 secondes. Alors là, c'est pas très grave parce que je suis extrêmement fort. Et donc, je les tue tous en un seul coup, comme vous le voyez. Mais putain, quand on est dans le jeu, et quand on est obligé de revenir à des endroits, et qu'on a comme ça des combats tout le temps, vous allez me dire, dans tous les FF, ça a toujours été ça. Je suis d'accord, mais c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Et... Oh là là. Il n'y a pas d'autre mot. Mais écoutez, je n'arrive même pas à trouver un donjon. Donc, on va peut-être plutôt regarder sur la map. Donc, un des premiers donjons... la caverne Terra, FF6, 6. Il y a le temple du chaos, mais c'est le dernier, c'est devenu le dernier, je vais pas tout vous spoiler non plus. Je sais pas trop quoi prendre, franchement. La tanière Matoya, tiens. Oui, là-bas. Je sais plus vraiment ce que c'est, on va y aller. Si je me souviens bien, la musique était particulièrement réussie là-bas. Ça doit pas être loin, non, ça c'est l'antre du chaos, je crois, le temple du chaos. Ah mais non, c'est ça, mais non, c'est pas ça, la tanière de Matoya. Ça y est, je suis en train de me... Ah mais non, elle est encore plus à droite, voilà. C'est encore plus à... Ah voilà, ça doit être ça. Ah mais non, c'est pas un donjon, ça, ah non, c'est juste... Eh ouais, la musique est bien, là, ouais. Mais en fait, on devait lui apporter un item. Ouais, non, c'est pas ça. On devait lui apporter un item. Mais là, c'est fini. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là. Attendez, c'est quoi qu'il m'a dit, là, à la fin? Non, je sais pas ce que c'est, ce truc. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là. Vous en avez vu assez. Je vais tenter d'aller dans un donjon. Donc, pour conclure, qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, FF1... Alors, je vais quand même vous dire mon avis, tout de même. Est-ce que je vous le conseille ou pas, en gros? Honnêtement, non. Voilà, en aucun cas, si vous voulez tout savoir, je ne peux pas vous conseiller ce jeu-là. Il a extrêmement mal vieilli.
Les personnages ne parlent pas, ils n'ont aucune personnalité. Je vois pas vraiment... Ici, qu'est-ce qu'il y a là? Ah mais non, c'est pas un donjon là. Ah mais j'arrive pas à trouver de donjon, attendez. Tout ce que je vais faire, c'est trouver un donjon. Je vais quand même y arriver, je vais quand même pas aller au temple du chaos, quoi. Bon allez, autant, puis on va aller au temple du chaos. C'est le dernier donjon. Enfin, c'est le premier, c'est également le dernier. Ah mais non, c'est pas là. Putain, mais non, c'est pas là. Ah non, non, attendez. Ah mais si, c'est là. Ah oui, parce qu'en fait, on a envoyé 2000 ans dans le futur ou dans le passé. Enfin, c'est assez chelou. Hein. J'ai rien compris. Ah si, si, c'est là. Voilà. Là ça, c'est le dernier temple, donc c'est un petit spoilé. Mais là, vous avez le bon exemple de ce que je vous disais avec les donjons labyrinthiques. C'est horrible. On sait pas du tout où aller. On est obligé de fouiller partout. Il y a des coffres. Hein. On trouve beaucoup de coffres hein, avec des items à l'intérieur. Mais voilà, on sait jamais où aller. Donc du coup, on fait beaucoup d'allers-retours. Et moi, ça m'a gavé. Ça m'a vraiment gavé. Faut bien comprendre que ce jeu-là, 75% du temps, voire plus, ce sont des combats. Ce qu'on va faire, c'est vraiment des combats. Si vous n'aimez pas les combats, laissez tomber. Et le problème, c'est que les combats, ils sont monotones. On fait toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on attaque avec tous les persos, et tous les 5-6 combats, on se soigne avec notre mage blanc. Mais ça s'arrête là, il n'y a jamais il n'y a pas la moindre stratégie dans les combats ou quoi que ce soit. Ça ne va pas plus loin que ça. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, pour moi, c'est un jeu qui a très mal vieilli. Les persos n'ont aucun background, aucune personnalité, aucune histoire. Voilà, ce ne sont que des avatars. Voilà, ce ne sont que des avatars. C'est un jeu qui est ultra old school dans son déroulement, très archaïque. C'est un jeu de la préhistoire, quoi. C'est un jeu de 87. Voilà, donc merci, parce qu'encore une fois, il a porté les bases et que sans lui, on n'aurait pas tous les jeux Square qu'on a eu qui sont extraordinaires. Et pas uniquement les FF, mais les Secret of Mana, Chrono Trigger et compagnie. Enfin, en fait, pratiquement tous les jeux Squaresoft de l'ère 16 et 32 bits. Donc rien que pour ça, respect. Et bon, moi, je suis très content de l'avoir fini parce que c'est FF1. Mais encore une fois, si ce n'était pas FF1, jamais je l'aurais fini, quoi. S'il ne s'agissait pas du début de la série des FF, je n'en serais pas venu à bout parce que c'est totalement répétitif et qu'on voit pas vraiment. Enfin, moi, je comprends. L'intérêt aujourd'hui de jouer à ce jeu, peut-être éventuellement écouter les musiques parce qu'elles sont pas mal. Après, franchement, je vois pas. Hein. Bon, éventuellement le design de Amano, oui, qui est très bon. Le design de Amano, mais franchement, c'est tout, quoi. Après, voilà. C'est un jeu qui est chiant. Aujourd'hui, c'est un jeu qui est chiant à jouer. Et je vous dis pas ça parce que c'est un vieux jeu qui date de la fin des années 80. Par exemple, moi, si je prends un jeu pareil de la fin des années 80, je pourrais vous prendre Zelda, le premier Zelda. Pour moi, c'est un jeu qui n'a pas du tout vieilli. Aujourd'hui, je pourrais me refaire... Oh putain, attendez, je vais crever, là! Quel con! Attendez. J'ai pas fait gaffe. Ils m'ont... Oh putain de mecs, ils sont en train de me faire du blizzard à la chaîne, c'est con. Ok, donc, Tuco est mort. Bon, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Mais vous avez vu ça, j'aurais pu crever, là. C'est pas grave. On va y aller. On va... Bon, c'est même pas la peine de le ressusciter. On va en finir avec le dernier sort. Et je ressusciterai tout. Putain, regardez-moi ça, ils me font le blizzard à la chaîne. Ils m'enlèvent entre 30 et 100 points à chaque fois. On va se les faire vite fait. Voilà, regardez-moi ça, le warrior, il a mis 1000 points. 1095 de dégâts. On va ressusciter Tuco. Aeris. On ressuscite avec tous les points de vie. Hop là. Et voilà le travail. On va remettre de la vie à tout le monde avec grâce X. Voilà, ce que je fais là, c'est ce qu'on fait durant tout le jeu. Hein. Voilà, c'est... on va encore faire un coup, tant pis, on va pas se priver sur les points de mana. Oui, donc je vous l'ai pas dit, le système de magie a été complètement refait pour cet épisode GBA. Et maintenant, vous le voyez, il n'a plus tous les zéros. C'est-à-dire que dans le... Je m'étais mal expliqué tout à l'heure hein, pour la version PS1. Qui reprenait, elle, la version NES et WonderSwan Color pour le système de magie, qui était qu'en fait, un point d'action correspondait à une magie, quelle qu'elle soit. Les magies ne prenaient pas tant de points de mana, genre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, non. Toutes les magies prenaient un point d'action, et maintenant, ce n'est plus le cas. Regardez, si je prends les magies de Aeris, vous voyez, MP NEC, ça veut dire MP nécessaire, pour soin c'est 3, vous voyez, 10, 3, 20, 20, 10, 25, 20. C'est le point de mana que requiert cette magie. Sachant que là, j'ai 672 points de mana sur 999. Et le maximum d'HP pour Aeris. Voilà.
Est-ce que je vais tout montrer au fait au niveau de l'interface? Les objets, oui, la magie, oui, l'équipement, non. Mais c'est très simple, hein. On s'équipe d'une arme, voilà, très simplement. Les armes, soit on les achète, et les armures, soit on les achète dans les boutiques, soit on les trouve. Les armes les plus puissantes, on va les trouver dans les coffres et dans les derniers donjons du jeu. Et donc voilà, ensuite, c'est comme dans tous les RPG traditionnels. Par exemple, si je vois que si je prends Excalibur, je vais perdre en attaque, parce que là je suis à 82 en niveau d'attaque avec la Masamune. Si je prends Excalibur, je vais passer à 71. Donc je garde la Masamune. Voilà. Et pareil pour le bouclier, après le harmé, la côte dragon et les bagues. Et pareil pour tous les personnages. On peut passer avec le bouton R. Voilà. Je vais pas m'attarder là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Formation, ben c'est juste pour changer la formation du groupe. Généralement, ceux qui sont en haut, ils se feront plus attaquer que ceux qui sont en bas. C'est ce qu'explique la notice, mais j'ai pas vraiment vu de différence flagrante. Et voilà, c'est tout. Ah, et sauvegarder, faut savoir qu'on peut sauvegarder n'importe quand et où l'on veut. Ça, c'est une évolution parce que c'est une évolution propre à ce remake. Parce que dans la version d'original, on ne pouvait pas du tout sauvegarder quand on souhaitait. Et forcément, la difficulté s'en voyait grandement augmentée. Là, même dans les donjons, on peut sauvegarder. Et mine de rien, ça nous avantage beaucoup. Et bref, donc je reviens à ce que je disais, sauf que je sais plus du tout, oui, si ce n'est que ce jeu a extrêmement, je trouve, mal vieilli. Et bon, voilà, je vous parlais de Zelda. Autant un jeu comme Zelda 1, moi je peux le refaire aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Évidemment, je ne vous parle pas de tous les jeux de plateforme, de l'ère 8 bits, qui sont très bons même aujourd'hui, parce que le gameplay était excellent. Mais franchement, FF1, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. On peut pas s'amuser, quoi, avec un jeu comme ça. Je vois pas. Ou alors, faut avoir totalement l'esprit du nostalgique total. Bon, et là encore, ok. Mais sinon, c'est pas possible. Sinon, je vois vraiment pas comment on peut, quoi. Non, mais je vous dis honnêtement. Moi, non, vraiment non. Je peux pas m'amuser avec ce jeu. Il y a trop de combats, c'est trop similaire. C'est trop redondant. On fait toujours la même chose. La fréquence des combats est extrêmement élevée, C'est un truc de fou. Quand je vous dis qu'on fait 80% du temps des combats, c'est pas des conneries, c'est pas des paroles en l'air, c'est la vérité, quoi. Et ça, c'est pas possible, quoi. C'est super chiant. Et le scénario, c'est le néant. On n'apprend rien. En gros, dans chaque village, on va parler à deux personnages qui vont nous dire, en gros, que des conneries. Il faudra généralement trouver un item qui se trouve dans le donjon juste à côté. Ça ressemble beaucoup au Dragon Quest à ce niveau-là. Déjà, FF2 est beaucoup plus abouti au niveau du scénario, hein. Mais évidemment, pour avoir un véritable scénario digne de ce nom, il faut attendre les épisodes 16 bits. Les épisodes Super NES avec FF4. Là, on a des véritables personnages travaillés avec un vrai background. FF4 avec Cécile, c'est déjà quelque chose, je commence à ne plus avoir de voix. FF4 avec Cécile, c'est déjà quelque chose qui est, on va dire, qui est beaucoup plus abouti. En fait, c'est même pas comparable, j'ai envie de dire. Donc là, voilà, là où je suis en train de vous montrer, donc le dernier donjon, vous voyez, c'est n'importe quoi. On sait pas du tout où aller, quoi. C'est des attentes étendues énormes, on n'a aucune indication, et il y a des combats tout le temps. Et encore, ce donjon-là, ça va, il était pas très dur, mais il y en a d'autres, c'est à s'arracher les cheveux, mais vraiment, à s'arracher les cheveux, tellement qu'on fait d'aller-retour, tellement qu'on ne sait pas où aller. C'est à se pendre. Bref, de toute façon, on va s'arrêter là. Donc je crois que je vous ai dit mon ressenti. Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Les musiques sont bonnes, donc peut-être pour ça. Et évidemment, le fait de jouer à la légende, au cultissime, le fait de découvrir le premier Final Fantasy, ce n'est pas rien du tout. Ça, c'est un gros point fort pour ce jeu-là. Mais le reste, non. Oui, et éventuellement, pour voir les boss, pour voir les monstres et les personnages réalisés par monsieur Yoshitaka Amano, le Kara designer. Franchement, le reste, non. Moi, je suis ennuyé. Honnêtement, j'y ai passé 25 heures. Je me suis ennuyé sur ce jeu-là. Je vous dis la vérité. Donc voilà, il a très mal vieilli. Autant je peux vous dire que tous les jeux Squaresoft de l'époque 16 bits, et vous pouvez, on va dire 90% des jeux estampillés Square, que ce soit 16 ou 32 bits, moi je peux y rejouer aujourd'hui et je prendrai du plaisir, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, mais FF1, non. Je suis désolé, mais FF1, non. Je l'ai fait une fois, je peux déjà vous assurer que jamais je n'y remettrai mes petites pattes. C'est pas possible. C'est comment dire, c'est énervant, inintéressant, il est culte, mais pour moi, stop, ça s'arrête là.
Allez, je vous dis bye. Oh là là, je vois qu'on va encore dépasser l'heure, peut-être même 1 heure et demie de vidéo quand je vais rajouter les autres vidéos. C'est magnifique, honnêtement, je voulais pas y rester autant de temps, je suis désolé. En fait, pour les prochains FF, j'y resterai pas 1 heure et quelques. Non, non, non. Je viendrai directement à l'essentiel, à ce qui a changé, à ce qui n'a pas changé. Et ça s'arrêtera là. 20 minutes la vidéo pour les prochains FF. Allez, je vous dis bye bye et la prochaine, je n'en puis plus là.